Attention, certains passages contenus dans ce programme peuvent heurter la sensibilité des auditeurs et des auditrices. Un matin frais de printemps, en mars 1997, dans le sud de la Belgique. Nathalie Godard commence sa journée en faisant le marché matinal près du centre de Mons. Elle aime y aller juste avant la fermeture, lorsque les vendeurs liquident leurs marchandises à bas prix ou les donnent de temps en temps. Nathalie a besoin du moindre coup de pouce. À 22 ans, elle peine à s'en sortir après une enfance difficile suivie d'une série de mauvais choix. C'est une jeune femme en difficulté qui a la réputation d'être gentille. Les gens du marché et des cafés autour de la gare ont donc beaucoup d'empathie pour elle. Mais avec son nouveau petit ami Léopold, c'est une autre histoire. Il est tout sauf gentil. Mais les gens le respectent et Nathalie se sent en sécurité quand il est là. Ils sont dans une relation en dents de scie, vivant au jour le jour. Et ce jour-là, le 16 mars 1996, c'est la marche blanche à Mons. Une manifestation pacifique en solidarité avec les familles et les victimes de l'affaire Dutroux. L'affaire criminelle la plus médiatisée de Belgique impliquant le tueur en série Marc Dutroux et d'autres complices. Ils ont enlevé, maltraité et assassiné plusieurs jeunes filles. La marche blanche à Mons est aussi le dernier jour où Nathalie Godard est aperçue en vie. Quelqu'un de malveillant surveille tous ses faits et gestes ce jour-là, en attendant l'occasion de commettre d'innommables crimes. Des crimes si horribles qu'ils hantent la Belgique encore aujourd'hui. Bonsoir. Macabre découverte cet après-midi à Couem. Cette affaire sème la panique dans la région montoise depuis la fin du mois de mars. Les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable. Monsieur Bogart, pourquoi on s'est attaqué ? Je vais vous dire, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer dans ma famille. RTBF Vivacité et Frisson Média présentent Le Dépeceur de Mons, un podcast d'affaires criminelles non résolues. Ça fait moins de 3 mois que Jacqueline Leclerc a disparu dans le centre de Mons. Et c'est au tour d'une autre jeune femme, Nathalie Godard, de disparaître sans laisser de traces dans cette même petite ville. Il n'y a aucun témoin de l'une ou de l'autre des deux disparitions, bien qu'elles aient eu lieu en pleine ville. À l'époque, aucun lien n'a été établi entre Jacqueline Leclerc, disparue le 22 décembre 1996, et Nathalie Godard, disparue environ 3 mois plus tard, le 16 mars 1997. Jacqueline et Nathalie disparaissent à un moment où la Belgique est toujours sous le choc de l'affaire Dutroux et l'incrédulité des événements horribles qui ont précédé et suivi son arrestation, ainsi que celle de ses complices. Madame, Monsieur, bonsoir. La libération de Laetitia et Sabine constituera bien sûr le principal. À quelques mètres de la demeure du couple. Madame, Monsieur, bonsoir. Les enquêteurs ont retrouvé 3 corps d'enfants dans le jardin du domicile de Marc Dutroux. La marche blanche a réuni dans le centre de Bruxelles entre 250 et 300 000. En pleine affaire Dutroux, une autre série de crimes impensables se déroule sans que l'on s'en aperçoive. Les forces de police à travers le pays sont débordées et les disparitions de femmes en région montoise n'attirent pas l'attention qu'elles devraient. J'étais jeune journaliste à l'époque, au moment de cette affaire et en pleine affaire Dutroux. Frédéric Laure, journaliste d'investigation. C'était une époque assez folle en Belgique parce qu'on était en pleine affaire Dutroux et qu'il y avait des révélations tous les jours. Il y avait énormément d'attention autour de cette affaire et ça éclipsait absolument tout le reste. Comme jeune reporter, j'étais généraliste, je couvrais toutes sortes d'actualités, mais étant de Mons et travaillant au bureau de Mons du quotidien La Dernière Heure, je me suis intéressé particulièrement à cette histoire. À l'époque, les violences faites aux femmes ne retenaient pas l'attention, comme c'est le cas aujourd'hui, spécialement
les femmes marginalisées, comme c'était le cas de Jacqueline Leclerc ou de Nathalie Godard. La police et la justice ont fait un travail assez remarquable, il faut le dire, mais on peut raisonnablement penser que dans un autre contexte que celui de l'actualité judiciaire de l'époque, et si les victimes avaient eu un profil différent, les moyens qui ont été finalement accordés à la cellule d'enquête Corpus auraient été plus importants. C'est ça ? Alors, c'est le bâtiment qui est là, Pitagry-Mons. Ok. Nous nous trouvons au dernier endroit où Nathalie Godard a été vue. Souvenez-vous de l'épisode précédent. Nous nous sommes rendus à Mons pour rencontrer Morgan van Leerberg et Frédéric Laure. Lors de ce premier voyage, notre objectif était de nous familiariser avec l'affaire en question et de nous plonger dans la façon dont les événements se sont réellement déroulés. C'est après la marche blanche qui a été organisée à Mons. Vous entendrez également d'autres voix en arrière-plan qui resteront anonymes compte tenu de la nature délicate de cette affaire toujours en cours. Certains policiers fédéraux et autres autorités judiciaires ne sont pas du tout enchantés par notre nouvelle enquête. La bande cherchait pour acheter des frites et puis les amis sont rentrés. Elle est restée dehors. L'une de ces personnes explique que Nathalie Godard a été vue pour la dernière fois ici, devant cette friterie à côté de la gare centrale. Ça lui est arrivé souvent et puis voilà. Et de là, on a pris de traces d'elle. Récapitulons. Dans la soirée du 16 mars 1997, Nathalie et son petit ami Léopold se retrouvent chez des amis dans un appartement dans le centre-ville, après avoir participé à la marche blanche. Comme d'habitude, avec ce groupe d'amis, il y a beaucoup à boire et probablement plus. Vers 23h30, plusieurs d'entre eux, dont Nathalie et Léopold, ont un petit creux et décident de se rendre dans cette friterie à côté de la gare. Comme il s'agit de commandes à emporter, Nathalie dit à Léopold ce qu'elle voudrait manger et attend dehors. Quand tout le monde sort de la friterie avec les commandes, Nathalie n'est plus là. Personne n'est vraiment inquiet à ce moment-là parce que c'est une zone très fréquentée avec beaucoup de bars et une vie nocturne. Nathalie a un esprit libre et tous pensent qu'elle s'est juste égarée ou qu'ils la retrouveront plus tard. Un témoin raconte qu'il a aperçu Nathalie marcher en direction de la gare. Mais c'est tout. Pas d'autres pistes. Nathalie a disparu. La dernière personne à avoir vu Nathalie avant sa disparition n'a rien remarqué de suspect. Morgan explique. En réalité, la personne qui était de l'autre côté a traversé la rue parce qu'elle était à la friterie également. Et lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu Nathalie seule faire quelques pas vers la gare, mais sans savoir si elle allait vers la gare ou si elle faisait des va-et-vient. Ok. Personne ne le sait encore à l'époque, mais il y a un lien entre Nathalie Godard et Jacqueline Leclerc, disparue quelques mois auparavant. Les deux femmes fréquentent les mêmes cafés et bars près de la gare, notamment le Métropole, un petit hôtel avec un bar en front de rue. Le Métropole existe toujours et est ce qu'on pourrait appeler un lieu pittoresque, en face de la gare centrale. Malgré son emplacement dans ce quartier bruyant, cet établissement présente un standing un peu plus élevé que la plupart des établissements aux alentours. En même temps, c'était un endroit accueillant pour tous les visiteurs, à condition qu'ils respectent les règles établies par sa propriétaire, chaleureuse mais intransigeante, Madame Ganche. Elle a acheté l'établissement en 1978 et on la retrouve encore aujourd'hui, 46 ans plus tard. Madame Ganche connaissait à la fois Jacqueline et Nathalie qui étaient des habitués du bar. Morgan a passé des années à établir un lien de confiance avec elle pour essayer d'en apprendre davantage sur l'affaire. Elle n'est pas facile à approcher, alors quand Morgan a finalement dit qu'elle pourrait parler avec Matt Graves, le réalisateur de ce podcast, s'il se présentait le lendemain, il a sauté dans un train vers Mons pour tenter sa chance. Here I am again once more in Mons. Voyageant tout seul cette fois-ci, Matt réfléchit tout haut en anglais, sa langue maternelle. I'm walking into this new train station. It was budgeted at 38 million. Il fait quelques réflexions sur la nouvelle gare de Mons, sur le fait que le dépassement budgétaire est un scandale national en Belgique. It's a national scandal here. Looks like a spaceship, but I have to admit it's pretty beautiful. Il trouve qu'elle ressemble à un vaisseau spatial, mais qu'elle est tout de même très belle. Vous écoutez Le Dépeceur de Mons, un podcast RTB à Vivacité et Frisson Média.
Le Métropole est à seulement 2 minutes à pied de la gare et exactement en face de l'endroit où Nathalie est aperçue pour la dernière fois. Bonjour. Matt, vous vous souvenez de moi? Le Texan. Je sais que Morgan a dit que j'allais peut-être passer. Quand Matt arrive, Monique Gange est à son poste d'où elle dirige le bar, presque vide à cette heure matinale. Elle le regarde d'abord d'un œil méfiant, mais elle change d'attitude quand il lui dit qu'il est un ami de Morgan. Elle accepte de lui parler et il trouve un endroit discret dans le fond de la salle. Il commence par lui demander si elle peut décrire ses souvenirs de Jacqueline Leclerc, disparue en 1996. Jacqueline était très belle. Elle attirait les gens vers elle. Elle était un peu le contraire de ces autres femmes qui cherchaient plutôt à se rendre plus belles parce que elle cherchait des galants à droite et à gauche. Elle n'était pas maquillée, elle portait toujours un blue jean, une blue jean ou quelque chose comme ça. Donc elle ne cherchait pas à être plus belle, quoi. Je veux dire, parce qu'elle l'était. Elle l'était. Elle me parlait de ses enfants. Elle avait besoin de se confier. Et puis, elle m'en disait pas trop, tout en me disant qu'elle était séparée, que les enfants, c'était le papa qui les avait. Elle était triste, simplement, parce que, bon, elle ne les voyait pas, ses enfants. Elle était gentille, c'était pas une jeune femme désagréable. Moi, j'ai jamais vu cette fille avoir une mauvaise conversation avec les uns les autres. Non, elle ne cherchait pas à se faire des amis. Elle cherchait pas. Elle venait me dire bonjour parce qu'elle me connaissait. Elle avait quand même du plomb dans la tête et ne pas s'arrêter à un individu qu'elle ne connaissait pas. Ça m'étonne d'elle. Ça m'étonne d'elle. C'est que je pense que elle connaissait son agresseur. C'est pour ça que je pense qu'elle a rencontré, comme toutes les autres, le même bonhomme, quoi. Et alors, elle lui a fait confiance, peut-être. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, vous savez, qu'est-ce que ce monsieur a pu leur dire, leur demander, pour qu'elles le connaissent? Qu'est-ce qu'il a demandé à ces femmes au niveau de leur situation, Matt interroge aussi Monique à propos de Nathalie Godard, qui a disparu 3 mois après Jacqueline, à quelques mètres de là où il se trouve en ce moment. Nathalie, c'était la fille qui n'avait l'air de rien, qui n'avait pas l'air de s'en faire. J'avais pas de conversation avec elle parce qu'elle était toujours occupée avec l'un ou l'autre qu'elle connaissait. Elle venait boire un pain. Puis elle buvait ici, dans des bistrots à côté et tout ça. Je l'ai vu souvent avec ce militaire, cet ancien gars qui était à l'armée, qui a fait l'armée, qui avait un œil en moins. Elle discutait souvent avec lui, mais lui, il buvait de la bière et elle aussi. Quand on m'a dit, elle n'avait pas de logement, elle n'avait pas où dormir, tout ça, alors j'ai décidé peut-être que l'occasion fait le larron, qu'il venait avec elle, et au moins elle passait une nuit dans un hôtel avec lui. Moi, je ne sais pas ce que ce gars-là avait dans la tête. Hein. Il avait certainement dans la tête, il avait prévu, il avait organisé son travail. Il dit, bon, celle-ci, je vais l'emmener à l'hôtel, puisqu'elle n'a pas de maison où habiter. C'est peut-être ça aussi, hein. La théorie de Monique, selon laquelle on aurait pu offrir à Nathalie un logement pour la nuit, découle du fait qu'à l'époque, elle vivait dans les rues avec peu ou pas d'argent. Bien que Nathalie et Jacqueline soient issues de milieux socio-économiques différents, les 2 femmes sont en difficulté au moment de leur disparition, ce qui les rend plus vulnérables face à un éventuel prédateur. À l'âge de 22 ans, Nathalie Godard a déjà vécu une vie difficile. Elle a grandi dans une famille sans amour, où l'affection et la stabilité sont rares. À l'adolescence, elle cherche à échapper au foyer familial en passant du temps dans la rue et en nouant des relations instables.
À 19 ans, elle tombe enceinte. Mais le père de l'enfant refuse de s'impliquer, la laissant seule dans une vie déjà bien compliquée. Sa fille Laura est placée dans une pouponnière. Voici quelques mots de Laura à propos de son enfance et des difficultés de sa maman dans une interview réalisée par Sylvie Chevalier pour la remarquable émission Mécanique du crime de la RTBF. Ma maman est une personne qui est à la rue, donc oui, qui est marginalisée malheureusement, mais surtout quelqu'un qui demande de l'aide. Qui demande de l'aide, mais il n'y a personne autour pour l'aider. Moi, j'ai été placée en pouponnière. Et c'est pas maman qui a décidé de me placer là, mais pour ma sécurité, parce qu'elle se rendait bien compte à ce moment-là qu'elle ne pouvait pas me gérer. Elle n'allait pas assez bien que pour pouvoir me gérer. Je sais que des gens qui côtoyaient ma maman à ce moment-là, c'est que quand elle voyait des gens, elle disait « Moi, j'ai une petite fille et j'aimerais bien justement pouvoir sortir de tout ça pour elle. » Une fois son décès, j'ai été placée chez ma grand-mère maternelle. Je repense souvent à ma maman en me disant « Chez cette personne, elle a vécu la même chose que ce que j'ai vécu. » C'était énormément de violence physique. Tous les jours, voilà, j'avais soit un coup ou... En tout cas, les insultes aussi, c'était à répétition. Mon prénom n'a jamais été prononcé. On m'appelait par une insulte différente chaque fois, mais à chaque fois une insulte. Il y avait aussi des menaces de mort, des mots, des phrases comme « tu finiras comme ta mère ». Et donc, à mon sens, oui, c'est vraiment ce qui explique sa solitude. Parce qu'on ne peut pas vivre des choses pareilles sans perdre pied à un moment donné, en fait. La fille de Nathalie, Laura, est une personne incroyable. Malgré ce qu'elle a vécu, Laura a trouvé la force d'aller de l'avant, se construire une vie et fonder sa propre famille. Son récit à propos de ce que sa mère a enduré est déchirant. Cela nous rappelle combien il est important de ne pas juger qui que ce soit sans connaître ce qu'il ou elle est peut-être en train de vivre. L'autre victime, Jacqueline, a une origine socio-économique différente, mais elle aussi connaît des difficultés au moment de sa disparition. Nathalie et Jacqueline vivent une vie précaire et passent du temps dans les bars et les cafés autour de la gare centrale. Plus précisément, elles passent toutes les deux beaucoup de temps aux métropoles. Mons a alors une population d'un peu moins de 100 000 habitants et des centaines de bars et de cafés répartis dans la ville et les communes voisines. Est-ce une coïncidence que deux habitués d'un petit bar aient disparu à quelques mois d'intervalle ? Malheureusement, personne ne cherche vraiment Nathalie parce qu'elle a quitté la maison et vit à la dure un peu partout où elle trouve un endroit où se loger. La famille de Jacqueline, par contre, continue à la chercher. Ils savent qu'elle ne s'est pas enfuie. Juste avant sa disparition, elle est plus optimiste qu'elle ne l'a jamais été depuis longtemps et elle attend avec impatience de passer du temps avec ses 4 enfants pendant les vacances. La propriétaire du métropole, Madame Gange, l'a également confirmé. Moi, je l'ai rencontrée la dernière fois au magasin. Elle m'interpelle et me dit je dois vous dire une chose, c'est que je suis très heureuse, je vais recevoir mes enfants pour Noël et Nouvel An. Ils viennent me voir. Ah ben, je dis c'est formidable, je suis très contente pour vous. Elle avait changé de coiffure, elle avait les cheveux courts et elle avait complètement changé. Le fait aussi de savoir qu'on va recevoir ses enfants, ça pouvait changer la personne. Hein, en disant elle était toute guillerette parce que les enfants allaient revenir à la maison. Elle dit bon, ben, je me prépare. Hein. Je me prépare parce que je suis contente. Et puis bon, ben, finalement, c'est la dernière fois que je l'ai vue. C'était aux alentours de Noël. Donc, quelques jours après, elle a disparu, puisqu'on a su qu'elle a disparu. La famille de Jacqueline se creuse les méninges, se demandant s'il y a un indice
ou quelqu'un dans sa vie qui pourrait être impliqué dans sa disparition. Selon sa sœur, elle est tellement concentrée sur la reconstruction de sa vie et l'obtention de la garde partagée de ses enfants qu'elle n'est pas ouverte à de nouvelles relations à ce moment-là. Il y a un détail, cependant, qui lui revient. Vous écoutez Le Dépeceur de Mons, un podcast RTBF Vivacité et Frisson Média. Plus ou moins 1 an avant sa disparition, elle a rencontré une personne en se promenant au parc du Vauxhall, à Mons. Ils s'étaient déjà croisés à quelques reprises et une fois il l'a même abordée, sans vraiment chercher à la charmer ou à la draguer. Il avait l'air d'être quelqu'un de bien, respectueux. Elle m'en avait parlé de ce monsieur. Elle le trouvait plutôt bien, cultivé, intelligent. Elle disait que c'était agréable de parler avec lui. Et après avoir fait sa connaissance dans le parc du Vauxhall, ma sœur l'a revu quelques fois. Ils échangeaient quelques mots, mais sans plus. Jacqueline s'en était étonnée et je pense que c'est pour cela qu'elle m'en avait parlé. Car elle le croisait toujours de manière fortuite et ce qui avait marqué ma sœur, c'est qu'à un moment donné, elle trouvait que ce hasard était probablement provoqué, voire calculé. Qui est cet homme qui avait l'habitude de croiser Jacqueline fortuitement ? Nous savons qu'il se croise dans de nombreux endroits où Jacqueline se rend par habitude, comme le parc du Vauxhall, à environ 1 kilomètre à l'ouest de son appartement, la laverie juste à côté de chez elle et le Métropole à environ 1 kilomètre à l'est de son appartement. Il semble étrange qu'elle rencontre par hasard la même personne tant de fois dans ces endroits si improbables. Le comportement et l'apparence de cet homme sont assez différents de ceux que Jacqueline rencontre d'habitude. Il a l'air d'avoir entre 40 et 50 ans, s'habille impeccablement et parle avec une éloquence d'une manière distinguée. Pas le genre d'homme qu'on croise dans une laverie automatique ou dans un bar près de la gare. Bien que la sœur de Jacqueline ne croyait pas au départ que cet homme puisse être un suspect, Morgan Van Lerberghe, l'auteur que vous avez entendu dans l'épisode 1, a passé énormément d'heures à essayer de l'identifier. L'identification de cet homme pourrait être la clé pour dénicher de nouvelles informations, non seulement sur Jacqueline, mais aussi sur la disparition de Nathalie. Nous faisons équipe avec l'enquêteur privé Xavier, l'auteur Morgan et le journaliste d'investigation Frédéric pour voir si ensemble nous pouvons le retrouver. Cette personne qui a approché Jacqueline dans un parc de Mons à l'époque. Frédéric Laure, journaliste d'investigation. C'est particulièrement intéressant de comprendre qui elle était, parce que la police ne l'a jamais identifiée à ce jour. Si on y pense, c'est très intéressant et à la fois très important puisque Jacqueline avait confié à sa sœur qu'elle se sentait observée, épiée par cet homme. Alors, bien évidemment, ça ne va pas être simple, mais l'objectif, c'est clairement d'identifier cet individu. De 1996 à 1997, la ville de Mons continue à vivre comme d'habitude. Les bars et les cafés autour de la gare centrale fonctionnent normalement. Certains habitués savent que la sœur de Jacqueline la recherche grâce aux affiches qu'elle placarde, mais la plupart d'entre eux ne savent même pas que Nathalie a disparu. Les disparitions de ces 2 jeunes femmes n'ont même pas fait la une des journaux, mis à part une brève mention de disparition de Jacqueline dans l'actualité locale. Les citoyens de Mons poursuivent leurs activités normales et les jeunes femmes continuent à vivre leur quotidien. Mais tout cela est sur le point de changer. 1 semaine après la disparition de Nathalie, le fragile sentiment de sécurité à Mons changera radicalement, remplacé par une vague de panique et de peur. Dans le prochain épisode du Dépeceur de Mons. Bonsoir. Macabre découverte cet après-midi à Couëmes, près de Mons. Des restes de 3 corps humains ont été découverts. On n'avait jamais vu de tueur en série comme ça en Belgique et on se retrouve avec l'histoire la plus grotesque jamais vue. Je confirme aussi que sur un des avant-bras gauche d'une des victimes, il y a eu manifestement enlèvement de la chair sur un disque d'environ 5 cm. Jacqueline avait fait graver sur son avant-bras gauche le prénom de son ex-mari. Rue
de Saint-Symphorien à Havre près de Mons, il est 16h. Les forces de l'ordre tiennent la presse à l'écart de l'endroit où viennent d'être découverts 3 nouveaux sacs contenant des fragments humains. Le dépeceur de Mons, un podcast RTBF, Vivacité et Frisson Média. Écrit et réalisé par Matt Graves avec le soutien journalistique de Frédéric Laure. Produit par Matt Graves et mixé par Thomas Résimond. Narration Serge Logne.